avez suivi la dernière émission qui s'était arrêtée à une conviction générale, je répète, nous devons arriver à mettre en place un plan stratégique national de développement pour que ce plan soit le soubassement de nos actions communes. Le corps humain, c'est comme l'État, il faut qu'il fonctionne en fonction des normes. Merci donc d'être là. Et à vous tous, je vous souhaite aussi un bon anniversaire général pour notre pays, pour ce 53e anniversaire. Alors, professeur Ngonga Zinga, nous commençons par vous. Et nous allons aller tout droit au cœur de la question parce que le temps qui nous est imparti n'est pas très grand. Il nous faut définir des priorités. Il faut que nous puissions nous développer, mais on ne va pas se développer en dents de scie parce que nous pouvons disperser aussi les énergies. À votre avis, quelle est l'approche que vous avez par rapport aux priorités de développement? Comment nous faisons? Par où nous commençons? Merci beaucoup, cher William. Je crois que la fois dernière, nous avons planché sur l'état général du développement en RDC et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut asseoir un plan stratégique de développement. Le plan stratégique de développement peut être décliné en trois parties. Il y a d'abord les priorités de développement. Et dans les priorités de développement, nous avons les objectifs de développement. Il y a les axes stratégiques de développement et enfin les politiques. Aujourd'hui, j'aimerais plus parler d'abord des objectifs et des axes stratégiques. Quels sont les objectifs du plan de développement national de la RDC? Il y a trois objectifs sur un plan général. Il faut d'abord vaincre ou surmonter la pauvreté. Je ne dis pas réduire comme le disaient d'autres programmes de réduction, parce que quand on réduit la pauvreté, on l'entretient. Non, il faut vaincre et surmonter la pauvreté. Deuxième objectif, il faut assurer la protection, la justice et la solidarité sociale. Et enfin, le troisième objectif, c'est assurer le développement équilibré entre les provinces. Alors, la fois dernière, nous nous sommes dit, pour y arriver, nous sommes arrivés à deux impératifs. Le premier impératif, c'était la formation, mais j'ajoute l'entretien, la maintenance et le renouvellement du capital humain. Et le deuxième impératif, c'était la décentralisation économique. Bien. Donc, pour les objectifs maintenant quantifiés, j'ai donné les objectifs généraux, les objectifs quantifiés, d'ici 2016, il faut que la RDC devienne un pays à revenu intermédiaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays à revenu faible. Et d'ici 2030, un pays émergent, avec un revenu par tête de $3 000. Et à l'horizon 2050, un pays développé. Mais maintenant, comment s'y prendre? Je parle alors des axes stratégiques de développement. Voilà, la stratégie. La stratégie de notre développement repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'approche à travers les secteurs. Et là, à travers les secteurs, il y a deux approches. Il y a l'approche assise sur les secteurs porteurs de la redistribution des richesses. Et là, nous avons l'agriculture, les infrastructures, nous avons les infrastructures tant énergétiques, les infrastructures de base et les infrastructures de télécommunications. La deuxième approche, c'est l'approche à travers l'aménagement du territoire. Il faut un plan d'aménagement du territoire. La troisième approche dans les axes stratégiques concerne la dynamique sociale. C'est là où on parlera plus d'améliorer le climat des affaires pour permettre l'émergence, la promotion de la classe moyenne congolaise. Et enfin, le troisième volet de ces axes stratégiques, c'est au plan de l'approche des ressources. Parce qu'il y a deux types de ressources, comme vous le savez, il y a les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Il faut des stratégies idoines par rapport à la gestion de ces ressources. Voilà donc pour ce qui est des axes stratégiques. Et maintenant, j'aimerais plus développer chaque type d'axe rapidement. Commençons par l'approche par les secteurs. Je parlais des secteurs porteurs de la redistribution de croissance.
Et dans ces secteurs porteurs, nous mettons un accent particulier sur ce qu'on appelle un package cohérent. C'est un package cohérent qui va ensemble. Donc nous allons prioriser l'agriculture, mais nous priorisons l'agriculture en le faisant reposer sur d'autres secteurs importants tels que les infrastructures de base, les infrastructures énergétiques, il y a les infrastructures des transports, il y a l'eau et l'électricité. Donc, nous savons que l'agriculture, c'est 70% de la population active congolaise. Lorsque nous développons cette agriculture sur la base de tous les accompagnements nécessaires que je viens de donner, nous sommes sûrs d'atteindre le gros de la population. Voilà ce qui concerne l'approche sectorielle. Maintenant, qu'en est-il de l'approche sur l'aménagement du territoire? Sur l'aménagement du territoire, il faudrait avoir un plan directeur d'aménagement du territoire qui, lui, reposera aussi sur 3 éléments essentiels. Il faudrait d'abord prioriser les plans fonciers. Parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Quelquefois, l'exploitation minière précédait même la mise en place d'un plan foncier. Aujourd'hui, il faut d'abord déterminer un plan foncier. Partant du plan foncier, le plan foncier va déterminer maintenant les autres plans miniers pour éviter à ce qu'on connaisse certains problèmes qu'on a connus avec certaines villes. Vous connaissez par exemple la ville de Kananga, de Mujimai. C'est une ville où il y a des crevasses, ça et là. Ça, c'est un problème tout simplement lié à un mauvais aménagement. On a mis la charrue devant le bœuf. Donc il faudrait, dans les plans d'aménagement du territoire, privilégier d'abord, il faut d'abord un plan foncier général. Partant de ce plan foncier, on peut maintenant songer aux autres exploitants. Évidemment, c'est une première entrée en matière, mais c'est énorme. Mais nous allons quand même, j'aurais voulu quand même demander à Al Kitenge, par rapport aux axes prioritaires, par rapport aux axes stratégiques, quelle est votre approche? Comment vous voyez les choses? Vous avez peut-être complété M. Nzinga ou peut-être vous avez un autre point de vue. Vincent a une approche très exacte. Je salue finalement que dans ce pays, des gens, y compris au cœur du système de l'État, se rendent compte qu'on ne gère pas un pays en mode d'urgence, ou on ne gère pas qu'en mode d'urgence. Un pays se projette dans sa longévité. Et donc aujourd'hui, on commence effectivement à nous dire, nous sommes là, demain nos enfants et nos petits-enfants, et si nous sommes en charge de la gestion, nous devons réfléchir sur le long terme. Le long terme a ceci de particulier, c'est qu'il faut exister le temps que les transformations que vous mettez en place se réalisent. C'est pour ça que tous les stratèges savent que lorsque vous mettez en place un plan stratégique, en même temps, vous devez mettre en place un plan, ce qu'on appelle en anglais les quick wins, les petites choses que vous faites aujourd'hui pour adresser les questions fondamentales, pour que la bonne humeur et l'engagement des gens vous suivent. C'est capital. Alors, on a tendance à dire qu'il faut humaniser la gestion pour que ceux qui sont les plus touchés se mobilisent avec vous dans votre grande vision. Sinon, ils vont vous combattre et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, parmi les priorités, il faut regarder l'état des lieux. Et l'état des lieux aujourd'hui, c'est que nous sommes un pays où la sécurité sociale est en faillite. Nous avons un taux d'emploi qui avoisine les 5%, ça veut dire que nous avons 95% de notre population active qui est au chômage et donc qui ne contribue pas du tout. Nous avons une production de la richesse sur les enjeux de la République qui est excentrée de manière tout à fait terrible. Et ça, non seulement que c'est le fait du hasard, mais c'est également le fait d'une gestion un petit peu distraite. On va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, lorsque vous regardez nos véritables besoins en termes de développement, nous sommes extrêmement dépendants de la science. Mais nous n'avons pas réussi aujourd'hui à capitaliser la science et la domestiquer. Et donc, il est important pour nous de nous rendre compte de nos différentes lacunes. Mais il y a un autre facteur, et il est extrêmement important aussi, c'est la distribution des services publics. Les citoyens, là où ils sont. Vincent disait tout à l'heure, 70% de notre population devrait vivre et vit encore de l'agriculture et il faut leur donner une certaine intensité, une certaine qualité pour que leur vie soit impactée positivement. Mais en fait, la seule chose qu'il faut aussi reconnaître, c'est que ces 70% des personnes sont en dehors de tout service public. Donc, le caractère inclusif
doit être un mot de passe de base dès le départ. Voilà la première contribution que j'aimerais donner à Vincent pour que nous puissions être en mesure d'aborder les questions fondamentales. Oui, je pense que nous parlons de priorité des développements à un moment crucial. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient de convoquer les concertations nationales. Et en parlant des concertations nationales, je m'ai dit, en jetant un regard dans les rétroviseurs, c'est que nous avions dit ici que le pays n'a pas un plan de développement intégral qui bénéficie d'un consensus politique. Est-ce que ce n'est pas le moment de pouvoir donner de la matière à ceux qui vont se retrouver très prochainement pour que nous puissions avoir, in fine, une charte de développement, un outil de travail qui va permettre à tous ceux qui vont accéder aux commandes de ces pays, de quelque bord que ce soit, qu'ils soient, de n'importe quelle couleur politique, à pouvoir agir en fonction de l'avenir de ces pays. C'est-à-dire, quel que soit le politique qui arrive, quel que soit le parti politique qui arrive, eh bien, ne va pas s'égarer de la boussole que nous pouvons placer au jour d'aujourd'hui. Il n'est jamais tard pour bien faire. Je crois que ce moment particulier est arrivé à un temps de crise profonde dans notre République et ça interpelle tout le monde. J'en appelle à la classe politique, à l'expression d'une humilité profonde, d'une sincérité grande, afin que ce moment aille au-delà des frustrations individuelles et que ce soit le moment par excellence où nous regardons la République. En fait, notre République est en danger. Et il est important qu'on sache que, qu'on change de président aujourd'hui ou qu'on change de Premier ministre, il n'y en a pas un qui viendra faire de miracle. Les moyens en présence aujourd'hui entre les mains des dirigeants sont minables et ne leur permettent pas de poser des actes d'une taille critique, à même de redistribuer de manière sérieuse les richesses de la République sous terre à la grande partie de la population. Donc, il faut élargir le cadre et la marge de manœuvre des dirigeants. C'est le moment de définir les règles et de les accepter tous, de sorte que, quand quelqu'un s'en écarte, qu'on se rende compte qu'il s'est écarté de la règle générale qui tient la République en place. Et donc, j'en appelle vraiment au courage politique, au courage de société de notre communauté, pour que, ensemble, sans étiquette, ce moment de discussion soit un moment de construction plutôt qu'un moment de destruction. Et donc, je pense qu'il est important, justement, qu'on mette en place les bases fondamentales de la grande discussion pour que les techniciens se réunissent pour être en mesure de donner, parce que ça c'est une question technique, les éléments fondamentaux du plan national de développement. Et je pense sincèrement qu'il faut saluer ce moment. Il tombe bien, c'est près de notre célébration de l'indépendance, 53e anniversaire de l'indépendance, et c'est le moment pour nous d'organiser ce que moi je peux appeler la renaissance de la société et de la nation. Bien, alors nous allons revenir un peu, avant de revenir vers ce que tout à l'heure Jérôme Sekan avait suggéré sur les concertations. Mais vous avez tout à l'heure, M. Vincent Zinga, parlé de secteurs porteurs, en les énumérant et en reparlant même de la redistribution de la croissance. Mais les secteurs porteurs aujourd'hui ne portent rien, parce qu'on ne leur a rien donné. Il faut donc les financer. D'où viennent les moyens? Dans quel secteur? Où est-ce qu'on trouve les moyens pour l'agriculture, pour les infrastructures, pour l'aménagement du territoire et pour même cette dynamique sociale dont vous avez parlé? Bien, je vais encore maintenant expliciter ce que moi j'appelle le package stratégique. Dans ce package stratégique, il y a deux éléments principaux. Il y a d'abord les secteurs. Il y a deux types de secteurs, les secteurs porteurs et les secteurs leviers. Et de l'autre côté, il y a la formation du capital humain. Ce sont ces secteurs stratégiques, qu'ils soient porteurs ou qu'ils soient des secteurs leviers ou pivots, qui déterminent la nature de la formation du capital humain. J'ai cité les secteurs porteurs, l'agriculture, les infrastructures, l'eau, l'électricité et l'industrie. Et les secteurs leviers, il y a les mines, le pétrole et les forêts. Mais pour maintenant mettre en valeur ces secteurs leviers, il faut un niveau de capital humain suffisant et adéquat. Donc c'est pourquoi j'ai dit ceci. Plusieurs auteurs, plusieurs penseurs relèvent que la population aujourd'hui peut être un bonus, mais la population peut être aussi un malus. Donc nous devrons faire en sorte que nous transformions la population congolaise en un bonus. Et pour ce faire, il faut un programme de formation. Formation, c'est
l'instruction, l'éducation, un programme d'entretien, entretien c'est à travers la santé, et des renouvellements. Donc, finalement, pour cet axe important qui est la formation du capital humain, qui sera déterminé par les secteurs que nous avons choisis, nous devrons mettre un accent particulier sur l'homme. C'est l'homme qui détermine le développement. Donc, nous aurons 3 axes dans la formation, dans le capital humain. Il y a la formation, l'entretien et la maintenance, et les renouvellements, donc la relève du capital humain. Pour ce faire, je parlerai un peu du programme du gouvernement qui prévoit, qui met l'accent particulier d'abord sur la formation scolaire de base. Vous avez appris qu'il y a un projet de création de 1000 écoles. Ça entre dans cette logique-là. Essayez d'abord de s'assurer de la formation des bases, avant même d'arriver à une formation qui soit plus élaborée. Avec, là, il y a des projets sur la création des universités technologiques, des universités agricoles, mais surtout insister aussi sur la formation professionnelle et technique. La plupart de nos instituts techniques et professionnels ont pratiquement disparu ou aujourd'hui fonctionnent difficilement. Donc voilà en ce qui concerne la formation. Mais l'entretien maintenant. Un capital humain qui n'est pas en bonne santé ne peut pas concourir positivement au développement. Donc, et si en plus il meurt avant de rendre à la nation, voilà, ça ne vaut pas la peine. Et là aussi, le gouvernement a projeté un programme de réhabilitation et construction des centres hospitaliers, des centres de santé et des centres hospitaliers. Je crois que c'est un vaste programme qui est aussi suivi. Je voudrais peut-être vous arrêter là pour revenir à ce qui me paraît comme une petite contradiction. Vous avez les secteurs porteurs qui ont été définis. Oui. Maintenant, vous venez de donner les secteurs leviers, de là où nous allons pivot, nous allons trouver les moyens. Mais j'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, les secteurs pivots sont gérés de manière à diminuer sensiblement l'intervention de l'État et à les privatiser. En réalité, ce sont des secteurs totalement marchands aujourd'hui et qui ne peuvent pas obéir aux stratégies de développement d'une nation. Je peux prendre la main. Je vous en prie. C'est capital ce que vous dites. Et il est bon que nous soulignions cela. Le code minier a été mis en place il y a une dizaine d'années. À l'époque, nous n'avions pas une stratégie. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir de manière assez claire que ce code minier bâtard, en fait, excusez-moi le terme, nous a joué un tour. Aujourd'hui, la question c'est de savoir qu'est-ce que nous avons comme mission pour nos réserves minières. Quelle mission nous avons pour nos réserves forestières. Quelle mission nous avons pour nos terres arables. Si nous définissons ce que nous voulons en faire, il n'y aura pas de frustration. Aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, nous avions vaguement pensé que les mines nous porteraient le bonheur, sans savoir de quelle manière nous devrions utiliser les mines. Mais il faut savoir que ceux qui venaient chez nous savaient exactement ce qu'ils allaient en tirer et ils en tirent ce qu'ils voulaient en tirer. C'était des missions essentiellement financières. Nous pensions que ça engendrerait des impacts économiques. Nous ne les avons pas aujourd'hui. C'est ce qui justifie la frustration. Donc aujourd'hui, et nous avons une grosse chance, c'est que nous sommes dans une phase de révisitation ou de révision du code minier. Les parties sont en train de s'échanger les différents documents. Et donc de manière assez claire, la vocation claire de ce que nous voulons faire de notre patrimoine minier doit être tenue comme agenda principal sur la table. Et en discussion gagnant-gagnant, nous devons être en mesure de nous garantir qu'en même temps que les opérateurs économiques internationaux qui ont aujourd'hui le savoir-faire et l'argent pour faire le travail dans le secteur minier, et nous les invitons chez nous, et le gouvernement congolais qui est à la charge de la gestion de la cité et de la paix sociale, tout le monde trouve son agenda sur la table. Mais pour ça, il faut mettre les deux agendas sur la table. À l'époque, nous sortions de guerre, nous étions débordés, nous étions dépassés, mais aujourd'hui, on a le recul du temps. Nous avons aussi le poids des engagements. Par rapport à cela. C'est une question essentielle. Je crois que je commencerai d'abord par dire que l'exploitation de ces secteurs miniers, pétroliers, forestiers, doit tenir compte de deux critères fondamentaux. Il y a la bonne gouvernance et la transparence.
Cela est essentiel, avant même de dire que voilà, nous voulons les remettre aux mains des privés. Donc la bonne gouvernance et la croissance. Alors, la transparence. Alors, dans un premier temps, effectivement, la régulation de ces secteurs avait plus insisté sur les marchés. Donc, moins d'État, plus de marchés. Mais maintenant, je crois que dans la logique du plan de développement, il faudrait équilibrer mieux d'État et mieux de marchés. Nous arrivons à cette logique-là. Mieux d'État voudrait dire qu'il faut une bonne gouvernance, mais dans la transparence. Donc, ce que vous dites, le secteur peut être géré par des privés, mais il faudrait qu'il y ait un dialogue constructif entre l'État et les privés, de manière à ce que, comme l'a dit mon collègue, que toutes les parties se retrouvent et que ce soit un jeu, non pas à somme nulle, mais à somme positive qui profite aux deux parties. Voilà. Oui, nous avions parlé la fois passée également ici de la mauvaise répartition de l'intelligence nationale sur l'ensemble du territoire national. Au moment où nous parlons de priorité des développements, des stratégies qu'il faut mettre sur pied pour que ces réformes puissent répondre aux attentes de nos populations, ne serait-il pas mieux également de réviser un système qui existe et qui est peut-être qui fait tache d'huile, qu'on trouve presque partout en Afrique, où il y a la forte concentration des institutions régaliennes ou au niveau de la capitale, parce qu'on a comme l'impression que, franchement, nous ne voulons pas changer les choses de manière très profonde. Est-ce que ne serait-il pas mieux de pouvoir, par exemple, répartir tout ce que nous avons comme institutions régaliennes sur l'ensemble? Je prends par exemple l'Assemblée nationale au Katanga, et la Cour suprême au cœur de notre pays, par exemple dans le Kassai, pourquoi pas d'autres institutions, de sorte que, avec la menace qui nous guette, nous puissions nous sentir de plus en plus unis, nous puissions avoir un œil tout près de toute action qui peut se mener à quelques centimètres que ce soit de notre territoire national pour que nous puissions protéger notre patrie. Vous ne pensez pas que, parce que nous parlons de priorité des développements, il y a une faille que nous avons héritée. Les temps ont changé. Les Belges ne sont plus là. Nous sommes en train de repenser notre façon de voir les choses. Jérôme, on va vous répondre. Je vous en prie, vous levez la main, vous prenez ça? Tout à fait. Jérôme, la nature a horreur du vide. À se cantonner à Kinshasa, on est en train de perdre une grande partie de notre République. Et c'est le jour où nous la perdons, où nous nous rendons compte qu'il y a du pétrole, qu'il y a du coltan et qu'il y a tout le reste. Donc nous devons avoir une stratégie d'occupation positive de notre territoire. Là où nous avons le plus de défis, nous devons y envoyer les meilleurs de nos enfants. Il n'est pas question de se cantonner dans la facilité. Et pour le faire, tous les États du monde ont ce qu'on appelle une approche asymétrique. Vous allez dans des conditions difficiles, on vous paye 2 fois plus. On vous incite à y aller. On vous soumet à un exercice de résultat. Et si vous le donnez, on fait de vous un millionnaire d'État. C'est une volonté que l'on doit avoir de pouvoir utiliser notre pays et donner des multitudes d'impulsions. Mais pour bien le faire, le premier qui doit donner l'exemple, vous l'avez si bien dit, c'est l'État lui-même. Il est honteux que l'État se cantonne à Kinshasa et plus particulièrement à la Gombe. Il n'y a aucune raison qui justifie que toutes les institutions soient à Kinshasa. L'État doit pouvoir battre son cœur de partout sur l'étendue de la République. Chaque province doit être liée à d'autres provinces simplement parce que l'État y est par une spécificité. Il n'y a aucune raison, par exemple, que tous les services de transport soient à Kinshasa. Il n'y a aucune raison que le passeport soit émis de Kinshasa. Nous devons être à égale distance. Tous les citoyens doivent être à égale distance par rapport à l'État. En 1998-99, je crois que Laurent Désiré Kabila avait tenté cette expérience. Le Parlement était à Lubumbashi, je crois à la Cour suprême où... Non, la Cour suprême est restée ici, le Parlement est parti à Lubumbashi, mais il y avait une autre institution qui était à Kisangani, je ne sais pas laquelle. Mais qu'est-ce qui a fait que ça, nous sommes tous revenus vite dans la capitale? Est-ce que ce n'était pas quelque chose de superficiel? Parce que si ce n'est pas profond, si c'est imposé, si ce n'est pas cultivé, ça ne tient pas. Je vais prendre la main en commençant par dire quelque chose de fondamental. Il faut nuancer. Je crois que la décentralisation économique doit déterminer la décentralisation politique ou institutionnelle. Et Elodie
disait toujours un économiste, un problème politique est un problème économique non résolu. Je crois que le problème de fond, c'est celui-là. Il faudrait d'abord mettre à l'avant-plan la décentralisation économique qui va permettre la valorisation de toutes nos provinces. Et dès que cela est rendu possible, je crois que nous pouvons redistribuer les institutions, les placer dans toutes les provinces. Cela ne posera aucun problème. Mais commencer par redistribuer ces institutions politiques à travers les provinces, alors qu'il n'y a pas un redressement économique ou un développement économique, poserait problème, on reviendrait à la case départ. Donc voilà ce qui est important. Donc un problème politique, je reprends, c'est un problème économique non résolu. Vous avez vraiment raison de poser cette question. J'essaie que vous allez reprendre la parole. Non seulement redistribuer les intelligences et les institutions, mais on a parlé de découpage territorial comme stratégie d'approche de développement. Ça soulève des tollés. C'est presque à la machette que les gens se parlent aujourd'hui, parlant de ce découpage territorial. Alors donc, nous sommes dans la phase de la stratégie. Essayons de en parler sans passion. Alors, revenez encore, je vous pose encore la même question. Allez sur Internet, regardez les images des Katakatanga. Vous allez vous rendre compte que, très malheureusement, c'est des gens qui ont été abandonnés dans un état inacceptable. Mais des gens dans leur situation, il y en a 13 à la douzaine dans notre pays. Regardez le type d'armes dont ils disposent, regardez comment ils sont habillés. Il y a deux messages qu'il faut lire. Probablement que c'est des gens qui expriment un message bien déterminé, mais leur État nous parle. Nous n'avons pas le droit de laisser nos frères, nos compatriotes, sans vision, sans rêve. Sinon, n'importe qui peut les recruter avec juste des boîtes de conserve et un mensonge. Donc il est important qu'on se rende compte que la responsabilité de l'État, c'est de donner un message à chacun des citoyens. J'appelle ça tout temps l'égale distance que nous devons avoir vis-à-vis de l'État. Moi, je vais quand même un petit peu être différent de Vincent tout à l'heure en ce qui concerne la nécessité de l'approche préventive. À mon avis, la dynamique, on peut la regarder dans la ville de Kinshasa. Dès que l'État passe les routes, tout de suite, les bâtiments prospèrent. Et donc, comme des champignons. Et donc, si l'État fait le geste en premier, les autres suivent. La seule raison pour laquelle les entreprises se cantonnent toutes à Kinshasa, parce que l'État est à Kinshasa. Imaginez un seul instant que même à Kinshasa, les ministères se distribuent sur les 24 communes. Vous allez voir que même la dynamique sociale va terriblement changer. Et donc, je pense qu'il y a un mouvement, un besoin volontaire de l'État de pouvoir se déployer sur l'étendue de la République, en déconcentrant un certain nombre de ces administrations, pas nécessairement les plus grandes, les uns vivent d'une manière plus ou moins acceptable, les autres vivent comme des animaux, et nous sommes dans le même pays, et c'est inacceptable. Ce qu'on dit du Katanga peut être dit du Kasaï, peut être dit de l'Équateur, peut être dit de la province orientale et des autres provinces comme le Bandundu et le Bas-Congo. À un moment donné, il faudrait qu'on se souvienne qu'on est un peuple, qu'on a les mêmes droits vis-à-vis de l'État, qu'on est un territoire unique. Dès qu'on nous prend une partie, nous commençons à nous agiter. Mais nous ne devons pas nous agiter simplement parce que les autres ont pris. Mais nous avons abandonné nous-mêmes ces territoires. Il est important qu'aujourd'hui, à l'occasion de ces discours, de ces dialogues qui vont avoir lieu, que les Congolais se rendent compte que nous avons un territoire, et tout à l'heure Vincent le disait, ça pouvait être un bonus, ça pouvait être un malus. Et donc il est important qu'on en fasse un bonus, mais ça doit être volontaire. Alors, comme nous sommes dans la stratégie, vous allez répondre tout à l'heure, je vous repose une deuxième question. Vous avez parlé des dynamiques sociales, du climat des affaires, qu'il faudrait absolument améliorer. Dans cette vision stratégique des secteurs porteurs, secteurs pivots, où est-ce que vous placez le combat contre la corruption, qui est aujourd'hui en réalité le cancer avec lequel nous vivons, et qui a même atteint des métastases extraordinaires. C'est devenu un sport national, il paraît. Donc la corruption est là. Et comment nous faisons, même si vous formez les gens, ils seront techniciens, mais comment nous faisons pour combattre la corruption?
Vous reprenez ma question, mais n'oubliez pas votre première partie. Oui, voilà. Je reprends par là où mon collègue vient de terminer. Je crois qu'il y a un consensus. Le déploiement de l'État à travers les territoires doit être apprécié en termes de localisation des utilités économiques et des services sociaux. Donc nous sommes arrivés à ce consensus-là. L'État doit se déployer à travers les territoires, mais en apportant des services sociaux, en apportant des utilités économiques. Donc là, on revient à la décentralisation économique. S'agissant maintenant de la corruption, de la lutte contre la corruption, je crois que cela suppose une bonne gouvernance et de la transparence. Mais je crois qu'il faudrait aussi, par rapport à la lutte contre la corruption, mettre un accent particulier sur les relèvements substantiels des revenus. Parce qu'on dit toujours, en dessous d'un certain seuil, on perd la moralité. Donc, je crois que c'est fondamental à l'accession de ces pays à l'indépendance. Les revenus par tête étaient d'environ 530 $. Nous sommes tombés en 2000 à 82 $. Aujourd'hui, nous sommes en train de remonter, nous sommes à 214 $. Mais le revenu est encore relativement faible. Donc, il faudrait s'employer pour lutter contre la corruption, à créer davantage des emplois, à distribuer davantage des revenus. Mais dans l'entretemps, pour le faire, il faut effectivement que les principes de bonne gouvernance et de transparence soient au cœur même de l'action du gouvernement. Jérôme? J'aimerais ajouter quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons de la corruption. Moi j'en parle de manière simple. La discipline, tout simplement. Une discipline individuelle et collective de société. Mais il faut aussi reconnaître que certains facteurs ont favorisé le niveau de corruption dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et pour s'arrêter, je reste convaincu que ce n'est pas en allant chercher dans notre poubelle que nous allons réellement y arriver. Parce que si on va dans la poubelle, on y trouve tout et tout le monde. À un moment donné ou à un autre, il nous faudra accepter un code de conduite. Et je souhaite vivement qu'il sorte de ce dialogue qui va commencer. Mais pour que nous acceptions un nouveau code de conduite, il faudrait qu'à un moment donné, on dise, nous avons tous péché. Nous avons tous assassiné cette République. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons reprendre toute la saleté, nous la mettons sur la table? Ou nous disons, on trace une ligne rouge. On oublie ce qui s'est passé. Et désormais, voilà comment on se conduit. Bien entendu, il y a des préalables à cela. Mais à côté de ça, il faut se mettre dans une dynamique de la prospective. Il faut commencer des cours de civisme à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, pour qu'on fasse la promotion de l'éthique. Parce que lutter contre la corruption, c'est une bonne chose, parce que ça se présente à nous, mais après, il faut promouvoir l'éthique. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ce qui va arriver du jour au lendemain, c'est qu'on prenne la décision de frapper sur tous ceux qui vont continuer à allonger la main. Voilà, nous parlons de priorités de développement. Quand je regarde en Asie, je vois la Chine. La Chine attire sa croissance sur le dynamisme de sa population. Et nous avons un problème avec notre jeunesse. Nous avons plus ou moins 30 millions de jeunes de moins de 30 ans qui sont sans emploi. C'est une bombe sociale qui peut exploser à tout moment si nous continuons à observer cette bombe sans imaginer des mécanismes pour la désamorcer. Et comment la désamorcer lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique? Quand on regarde dans le budget, près de 60%, c'est rien que pour le fonctionnement des institutions et 40% pour le reste de la majorité de la population. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on prenne des mesures courageuses pour dire, écoutez, diminuons de moitié, par exemple, les fonctionnements des institutions pour renforcer les secteurs sociaux et créer des emplois massifs? Parce que ce jeune, tout à l'heure, les professeurs parlaient des secteurs porteurs, des secteurs pivots. Mais c'est l'agriculture qui peut absorber même une main-d'œuvre non qualifiée. Ces jeunes, entre-temps, ils sont là. Nous en faisons quoi? Et c'est une énergie disponible qui est capable de transformer, de contribuer à la croissance économique. Une énergie qui est prête à pouvoir faire quelque chose pour contribuer au développement de ce pays. Apparemment, ce n'est pas une priorité des priorités. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à nuancer. D'abord, je dirais effectivement, vous avez raison. Comme je l'ai dit, la population peut être un bonus, elle peut être aussi un malus. Nous avons aujourd'hui une jeunesse, une grande partie de la jeunesse qui est désœuvrée. Quelle politique mettre en place pour éviter à ce que cette population soit
un malus. Je crois que j'ai déjà parlé du programme pour la création des 1000 écoles, mais il faudrait aussi relever que dans une de ces correspondances adressées à toutes les institutions, le chef de l'État a demandé à ce qu'on réduise les trains de vie des institutions, de manière à réallouer les ressources qui seront dégagées vers les secteurs clés tels que l'éducation. Bien. Aujourd'hui, nous devons dire des efforts quand même ont été entrepris. Les pourcentages, donc en termes de part dans les budgets, aujourd'hui l'enseignement prend environ 13%, alors qu'il y a 3 ans on était à 8%. Je crois que là déjà c'est un effort important, mais qui doit être poursuivi. Poursuivi comment? Il faut définir d'abord une politique nationale en matière de l'éducation aussi. Définir la politique nationale en matière de l'éducation. Il y aura un axe sur la formation de base, un axe sur la formation professionnelle et technique, un axe sur la formation universitaire et supérieure. Maintenant, les moyens, comme vous voulez, il y a les moyens qui sont d'origine interne, ça c'est le budget de l'État. Nous faisons un effort pour que dès l'année prochaine, nous puissions passer même à 15%, dépasser 16% du budget, mais il y a aussi la mobilisation des ressources extérieures. Nous étions aux assemblées avec vous, vous savez que la communauté s'est mobilisée, communauté internationale, pour l'éducation pour tous. Avec ce qui s'est passé avec la jeune fille Malala, vous savez, celle qui a dû être abattue tout simplement parce qu'elle voulait aller à l'école. Donc je crois que c'est une opportunité aussi. Nous avons tout simplement à définir une politique en matière d'éducation qui soit crédible et amener maintenant des actions par rapport à l'extérieur pour mobiliser les ressources. Mais au plan intérieur aussi, il faudrait de plus en plus allouer des ressources vers ces secteurs clés pour faire de cette population jeune un bonus qui va participer. Mais il y a ceux-là qui ne sont même plus à l'école, qui ont terminé, hein, mais qui sont au chômage. Et puis, il y a ceux qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école. On fait quoi avec ces citoyens congolais? Et c'est là où on puise les kourouna, c'est là où on puise des milices qui sont recrutés facilement. Donc, alors, il faut résoudre, il faut les encadrer. Comment on fait? Je m'excuse. Hein. Oui. Il y a l'axe politique de l'éducation, mais il y a aussi même l'axe politique sportive. Je crois qu'il a été démontré clairement dans ces pays, à l'époque, lorsqu'il y avait des activités sportives pour les jeunes, il y avait moins de criminalité. Actuellement, il y a aussi cet axe qu'on cherche à développer et rechercher à ce qu'on réorganise les championnats scolaires, qu'on réorganise les compétitions entre les jeunes et qu'on encadre cette jeunesse désœuvrée et essayer à l'aligner vers certains secteurs qui sont à portée de sa formation. Donc, il n'y a pas que le sport, il y a aussi l'agriculture, vous en avez parlé. Il y a la musique. Il y a la musique, c'est toute une politique. Oui, l'agriculture, oui, c'est ça. C'est une politique générale qui sera menée par rapport à la jeunesse. Quand même un expert en la matière. Quelle est votre expérience quand même de cette question-là? Parce qu'aujourd'hui, non seulement le sport au Congo est devenu... les gens vont dans les sports parce que, comme dans les églises, comme un dérivatif. Ils se disent, bon, au moins là, nous avons l'impression d'exister. Au moins là, nous avons un pouvoir, celui d'applaudir ou celui de lapider. Bon, mais quelle est votre approche de la question sportive? Je vais revenir sur la question sportive, mais je voudrais d'abord répondre à Jérôme tout à l'heure. Il parlait de l'argent qui est consommé dans les institutions. Je voudrais relativiser cela. Même quand on aura fait les économies, ça ne représente pas beaucoup. Ça ne représente pas une grande masse. Donc pour des raisons d'équité, le combat vaut la peine. Pour des raisons de volume et d'efficacité, ce n'est pas ça le combat. La vérité dans notre pays, c'est qu'on a besoin d'un grand paquet d'argent. D'où il viendra, nous pourrons toujours en décider. On a besoin d'un grand paquet d'argent pour travailler sérieusement sur le système de santé. Je ne parle pas des hôpitaux, je parle du système de santé. Et pour travailler également sur la formation. Les formations, il y en a plusieurs types. Il y a les formations intensives pour être en mesure de rendre les gens capables de rendre des services immédiats. C'est de là que vient toute la grande question que vous posez sur qu'est-ce que nous faisons de l'existant. Même des gens qui doivent faire des champs, ils doivent être formés. On n'envoie pas des gens au champ comme on veut le faire. Nous avons aujourd'hui un exemple clair.
Pour labourer la terre, on n'a pas besoin d'une formation spéciale. C'est ce que vous pensez. Des techniques, pour labourer, il y a des techniques. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez, mais pour avoir On ne va pas aller à l'université pour labourer. Pas nécessairement à l'université. On a besoin d'une formation. Il faut savoir qu'est-ce qu'on plante et qu'est-ce qu'on plante. Les cycles de saison. Et pour revenir à ce que je disais, nous avons un exemple sur la table. Ce sont les artisans miniers. La semaine dernière encore, dans un pays proche de nous, 52 personnes décédées simplement parce qu'elles se sont trompées. Elles sont allées dans une galerie en Centrafrique. Eh bien, ce genre de choses arrive chez nous chaque jour. Ce n'est pas parce que nous cherchons des solutions que n'importe quelle solution est une bonne solution. Nous devons donc être très conséquents, sinon nous allons payer le prix. Deuxième chose, pour venir au sport, il est important que le sport, la musique et les autres échelles sociales soient utilisées intensivement. Ce sont des industries financières. Chez nous, on a l'impression que les sports, c'est un poste budgétivore. Non, non, non. Dans le monde entier, le sport, c'est véritablement un poste industriel. La musique, c'est un poste industriel. Il est donc important que l'État congolais décide d'y mettre un peu d'argent pour être en mesure de stimuler l'organisation. Et moi, je suis en train de prendre un exemple plus près de nous ici, c'est le concours de cyclisme qui a eu lieu sur notre étendue, qui montre clairement que nous avons du talent, nous avons des potentiels et nous avons la capacité de mobiliser les gens. Nous avons la capacité de réunir la population autour de ce qui nous est commun. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense simplement que l'État doit être un peu créatif, un peu innovatif. Il doit être en mesure d'être à même de pouvoir créer des nouveautés. Et le secteur des gens qui n'ont rien d'autre dans la tête, je veux dire, qui n'ont pas la science dans la tête, mais qui ont peut-être des talents, c'est vraiment un secteur qu'il faut prendre en compte. Alors, Jérôme, je sais que nous avons beaucoup de choses à dire. Il nous reste très peu de minutes. Nous allons essayer de les concentrer. Je voudrais revenir au point qu'il a soulevé, les concertations, parce que cette émission doit servir aussi quand même de moyen d'apporter l'information à ceux qui ont la décision. Alors, je voudrais peut-être, dans les minutes qui viennent, qu'on se concentre sur les concertations. Ma question est celle-ci. Je ne sais pas ce qui va se passer aux concertations, parce que ce n'est pas nous qui les avons convoquées, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je voudrais ici que nous puissions, vous en tant que stratégiste, vous en tant qu'économiste, quelle est l'erreur à ne pas commettre par rapport aux concertations? Quelle est la capacité de notre élite à garder l'œil prospectif? Parce qu'en réalité, quand les gens sont ensemble, l'esprit de groupe finit par créer l'intérêt immédiat et les gens sont ensemble toujours avec l'esprit que bon, parce que nous sommes ici, alors organisons pour nous-mêmes ce qu'il nous est demandé de faire. Je voudrais donc ici, pour les minutes qui viennent, que vous puissiez parler aux futurs concertateurs, pas ce qu'ils vont faire, mais ce qu'ils ne doivent vraiment pas faire, vu ce que nous avons défini comme axe prioritaire. 53 ans après, la première erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de mettre la table ronde politique au-dessus de la table ronde économique. Ce serait une idiotie notoire que nous n'allons pas nous pardonner. Il faut, et c'est important, de se rendre compte que d'abord, que l'on parle des grandes questions économiques de ce pays et des grandes orientations. Quand on a fini de parler de ça, parce que ça c'est l'essentiel et ça nous met ensemble, alors seulement on va vers les questions politiques qui nous divisent tout le temps. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Je crois que ce que le collègue a dit est fondamental et c'est